Bonjour, bienvenue dans Africa Executive Podcast. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Jospin Bachi Mavungu, responsable RH dans le secteur du pétrole et du gaz, chef de projet et manager opération, conférencier sur l'employabilité, entrepreneur et consultant accompagnant les passionnés des métiers RH et les chercheurs d'emploi. Bonjour Monsieur Jospin Bachi Mavungu. Bonjour à vous, très honoré. Ah, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, de mars 2018 à décembre 2020, vous avez été assistant et représentant pays pour un cabinet conseil. Je voulais savoir, c'était un emploi ou un stage? Il faut comprendre que cette opportunité-là, au tout début, ça a été un premier stage bénévole, mais qui, en espace de 3 mois, je pense 2 ou 3 mois, s'est transformé en un emploi parce que j'ai été mis en contact avec un cabinet de nos confrères ivoiriens qui sont arrivés et déjà que je commençais avec eux à leur accompagner dans la mise en place, dans l'installation du cabinet au niveau du Congo. Et après, ils ont compris que j'étais la meilleure personne à pouvoir représenter le cabinet au niveau du pays parce que je facilitais pas mal de choses et j'avais une très belle connaissance de ce dont ils s'attendaient de moi. Et par là, cela s'est transformé en emploi. Et à aujourd'hui, je dirais que ça a été une très belle expérience parce que ça m'a permis de voir assez grand dans le monde professionnel. D'accord, ok, super. Quel challenge vous avez rencontré à ce moment-là? Alors, déjà, je dirais le grand challenge aujourd'hui de ceux qui débutent dans le monde professionnel, c'est de s'imposer. Et je pense que le problème n'est pas de s'imposer déjà vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis à autrui, parce que les gens pensent qu'on est jeune et que en Afrique, entre guillemets, être jeune est synonyme d'avoir moins de connaissances. Et donc, parfois, j'arrivais à pouvoir orienter, parfois former pour certains clients. Et tout de suite, la première question était de savoir, est-ce que c'est vous le consultant qui venez pour tel dossier? Je dis oui, exactement. Et on me disait, ben, je m'attendais à quelqu'un d'autre parce que je pense que vous êtes trop jeune. C'est le mot que j'ai beaucoup entendu Ah, durant ça. quelques années. On disait toujours que je suis trop jeune pour faire, mais pour moi, c'était comme, on va dire, quelque chose pour me booster, quoi. C'était un langage qui me permettait de me booster parce que je ne voyais pas le fait que j'étais jeune pouvoir aujourd'hui me bloquer pour pouvoir, on va dire, grandir professionnellement. D'accord. Donc, ensuite, vous avez décroché une licence en gestion des RH, administration du personnel en 2020. Mais je remarque Exactement. aussi que vous vous êtes formé en administration du personnel dans un cabinet de formation. Et donc, Exact. en fait, vous vouliez mettre toutes les chances de votre côté et vous avez déjà intériorisé le fait qu'il faut vraiment se former et que c'est important. Oui, effectivement, parce que déjà, personnellement, je suis un éternel apprenant et j'aime mettre toutes les cartes de mon côté pour pouvoir avoir toutes les possibilités nécessaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sortons de certaines écoles où on nous transmet de la compétence, mais on a moins de possibilités de pratiquer. Et donc, le meilleur pour moi, c'était de se rapprocher d'un cabinet spécialisé pour pouvoir développer cette compétence-là et pour servir pour les entreprises, mais pour pouvoir vendre aussi cette compétence-là. D'accord. OK. Euh, et juste une question à ce sujet. Comment vous avez concilié le temps je ne sais pas s'il faut dire en entreprise et ces formations-là? C'était en cours du soir? Comment ça se passait? Alors, il faut déjà savoir que dès ma deuxième année, dans, on va dire entre guillemets, l'école professionnelle où j'étais,
J'ai sollicité de passer en cours du soir parce que je me disais, venir en cours de 8 heures, terminer à 16 heures, je trouvais que c'était trop pour moi. Et donc, je suis passé sur les cours du soir où je commençais à 18 heures pour terminer autour de 22 heures. Et ça me permettait de pouvoir avoir du temps libre déjà pour mes petits jobs au cours de la journée parce que l'initiative, par exemple, d'être formateur, c'est quelque chose que j'ai développé avant de bien m'installer dans le monde professionnel. Ah, Et c'est d'accord. quelque chose, c'est comme une passion pour moi de transmettre tout ce que j'apprends. J'arrive à le transmettre. Et parfois, je le transmets gratuitement parce que je me dis que aujourd'hui, si je peux me permettre, les jeunes Congolais ou encore les jeunes Africains, nombreux n'accèdent pas à la connaissance aussi facilement. Parce qu'on est beaucoup divertis sur pas mal de sujets. Et donc, nous ne prenons même pas le temps de lire, Mhm. d'apprendre et de comprendre certaines choses. Donc, d'où vient mon inspiration à transmettre. Donc, pour répondre à votre question, j'arrive à concilier Mhm. à tous les niveaux mon emploi du temps déjà en prenant les cours du soir et en journée, j'étais au cabinet où Mhm. moi, je fournissais des services, mais en après-midi, je me formais avant de repartir encore en cours le soir. Donc, c'est ce qui m'a donné un coup de pouce et aujourd'hui que je me retrouve là où je suis. D'accord, ok. Donc, par la suite, vous êtes devenu, enfin, il y a un moment où vous accompagnez le responsable administratif et financier et les managers sur différentes problématiques. À ce Exact. moment-là, à quoi ressemblait une journée type? Alors, une journée type, déjà, je pense que c'est la période où j'étais assistant dans les finances, en même temps dans les ressources humaines et accompagné le manager. Déjà que c'était dans le secteur industriel qui tend sur le parapétrolier. Déjà, la journée type, c'était une journée mouvementée parce qu'il faut savoir que les salariés de ce secteur-là viennent toujours à chaud. Et donc, il fallait répondre à toutes les problématiques, avoir une vision sur la comptabilité, mais sur la gestion du capital humain en même temps. Et donc, les journées type, on va dire, c'était des journées assez stressantes. Mais déjà que notre métier nous impose à éviter d'être stressé, parce que gérer les finances, c'est quasiment une science exacte. Et gérer aujourd'hui du matériel, c'est une science exacte. Deux bougies plus deux bougies font quatre bougies. Mais gérer les hommes, c'est pas une évidence. Pourquoi? Parce que chacun vient avec sa mentalité, son niveau d'études, son comportement, son éducation de la rue, de la maison, du monde professionnel. Donc, les journées d'études, c'était, on va dire, assez stressant, mais on arrivait à concilier le tout, à s'adapter et puis à progresser. Donc, on va dire qu'en matinée, on reçoit beaucoup de revendications parfois. Et au cours de la journée, beaucoup de sujets tombent parce qu'il y avait aussi pas mal de dossiers, on va dire, avec les ministères à gérer, des dossiers des employés à gérer, des dossiers avec les administrations publiques. Et donc, déjà, à savoir, au niveau des RH et des finances, vous êtes l'ami des administrations publiques, notamment la CPE, la SNCS et bien d'autres. D'accord. Euh, donc, par la suite, vous êtes embauché en tant que project manager. Est-ce que vous Justement. pouvez décrire, en fait, en quoi consiste la mission d'un project manager? Alors, la mission d'un product manager aujourd'hui n'est pas une mission spécifique. D'accord. Déjà que tout dépend du projet que le Ok. manager est en train de conduire. Et donc, Mhm. ce n'est pas, comme j'ai dit, une mission spécifique. Pour ma part, pour l'expérience que j'ai eue, c'était déjà l'entreprise mère qui a créé une filiale et donc j'étais responsable de piloter cette, ce projet-là pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Et donc, il fallait développer déjà en termes de volet commercial, développer en même temps le suivi du projet en termes de matériel et bien d'autres. Et de temps en temps, en fait, je dirais que c'était un moyen pour moi de démontrer ce que je pouvais fournir à l'entreprise, mais aussi d'apprendre.
Parce que, D'accord. comme je vous ai dit, je suis un éternel apprenant et chaque jour pour moi est une école. Et donc, c'était une belle expérience où on a dû développer ce projet-là, comme Mhm. c'était un projet assez spécifique. Mais je suis arrivé, on va dire, à 60% avant la fin. J'ai eu une meilleure opportunité qui m'a emmené vers d'autres horizons. D'accord. Et donc, par la suite, je note que de juillet 2021 à août 2023, vous devenez manager RH dans Exact. une entreprise pétrolière. Euh, une petite question, comment on met en place une politique emploi RH? Alors, déjà, mettre en place une politique spécifique d'emploi RH, c'est en fait englober plusieurs volets de ressources humaines. Parce que déjà, la politique ressources humaines, c'est l'ensemble des éléments qui caractérisent un domaine spécifique des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est un document que nous établissons pour préciser quels sont les éléments nécessaires pour bien mener ce volet-là. Parce qu'il faut comprendre que la gestion des ressources humaines ou encore le management des ressources humaines est une science. Et donc, dans cette science-là, nous avons différents pôles qui est aujourd'hui, on va dire, l'administration du personnel et paye, la gestion des carrières, l'évaluation des performances ou encore l'évaluation du personnel. Donc, déjà, pour parler de mettre en place une politique RH, il y a déjà la spécificité, on va dire, la préciser en termes spécifiques le champ d'action de la politique. OK. C'est la première chose à faire. Et après qu'on ait précisé le champ d'action, il faut voir à côté quels sont les documents qui aujourd'hui peuvent donner du support à cette politique. Et aujourd'hui, au-delà de ce que nous savons, c'est-à-dire le code du travail, le code social pour certains cas, il y a aussi des textes aujourd'hui qui régissent de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Et donc, de toutes ces sources-là, on puise les éléments nécessaires pour mettre en place une politique. Et dans sa mise en place, on structure la politique à mieux expliquer quelle est la vision de l'entreprise dépendant du pôle RH à développer. Par exemple, aujourd'hui, lorsque je m'installe dans une entreprise, l'une des politiques que je crée, c'est une politique de gestion de carrière. Et D'accord. donc, la politique de gestion de carrière, c'est une politique qu'aujourd'hui, dans les entreprises congolaises, permettez-moi, que l'on ne priorise pas. Pourquoi? Parce que les gens, ou on va dire les professionnels, sont centrés sur la fonction RH, qui tourne autour de la gestion du personnel seulement, de la gestion de la paie, et cela se limite. Et donc, aujourd'hui, nous voyons des professionnels qui sont en entreprise pendant 10 ans, mais qui n'ont pas de carrière en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à un poste X, après 10 ans, ils sont toujours assis à un poste X. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la promotion que la gestion de carrière peut promouvoir, il y a aussi des mutations. Il y a autres domaines. Donc, pour revenir à ce que nous disions, après avoir donné en spécificité le champ d'action de la politique, après avoir vérifié quels sont les textes aujourd'hui qui peuvent donner du support à notre politique, il faut maintenant rédiger le texte qui aujourd'hui donne du poids à la politique, dans sorte que ce texte-là puisse générer des procédures. Parce qu'il faut savoir, de l'autre côté, après avoir mis en place une politique, par exemple, de gestion de carrière, à Mhm. côté, il y a la procédure. La procédure, elle, vient pour décrire quelles sont les différentes étapes à prendre ou encore à mettre en place pour pouvoir bien mener et à refléter ce que nous disons dans la politique au cours de la procédure pour avoir des objectifs bien atteints. D'accord. OK. Euh, et donc, après ce passage de manager RH, vous devenez responsable des RH à JLC Investissement d'août Justement, 2023 à août 2024, où vous exactement. définissiez et pilotiez la stratégie RH du groupe et Exact. de ses clients
du secteur exploitation et production pétrolière. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez obtenu le job grâce à LinkedIn. Vous pouvez nous expliquer comment a été le processus? Alors, déjà, en toute Ouais. franchise, jusqu'à aujourd'hui, tous les jobs que j'ai pu avoir, j'ai pu l'avoir sur LinkedIn. Ah, Tous les super, jobs, super. à aujourd'hui. OK. Et donc, pour moi, LinkedIn, c'est un réseau ou encore un canal que j'apprécie beaucoup parce que aujourd'hui, ce canal facilite à beaucoup de professionnels de rentrer en relation avec d'autres professionnels. Et pour ma part, déjà, il faut comprendre que moi, j'utilise LinkedIn comme étant un outil qui me permet aujourd'hui de faire ma propre publicité. D'accord. Pourquoi? Parce que même au cours des publications que j'ai toujours l'habitude de donner un plus. Je partage toujours du contenu qui aujourd'hui permettra à une entreprise déjà de me cibler et aussi aux professionnels d'apprendre. Et donc facilement, grâce à cela, lorsque les gens peuvent liker ou encore des gens peuvent apprécier du contenu, pas forcément liker, mais peuvent apprécier du contenu, reviennent vers moi en inbox, parfois pour discuter. Et par là, je me crée des connaissances qui, par la suite, quand il y a un petit job à côté, ben, tout de suite, je suis contacté. Il faut aussi noter que, Mhm. on va dire au Congo, 50%, voire 70% des emplois ne sont pas publiés en temps D'accord. et en heure. Et OK. donc, généralement, les emplois, ça passe de bouche à oreille. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines Mhm. de l'entreprise où je travaille. Je connais trois à quatre comptables. On a besoin de recruter un comptable. Je commence par contacter ces comptables-là avant que je publie l'offre pour dire, les gars, j'ai quelque chose ici. Je pense que par rapport à ta compétence, c'est vrai que je ne vais pas me spécifier sur une personne. Je vais le faire avec plusieurs, dépendant de leurs compétences. Mais déjà, ces professionnels-là seront informés de l'offre avant que nous puissions publier. Et donc, pour la plupart, lorsqu'ils publient l'offre, c'est pour la bonne forme avec les administrations. Ils ont déjà le candidat. Et donc, généralement, ça passe de bouche à oreille entre professionnels et facilement on obtient des opportunités. D'accord. Et comment vous conseillez les managers sur les domaines RH? Comment est-ce que ça se passait? Est-ce que c'était, je ne sais pas, des réunions où il y avait tous les managers et vous leur expliquez certains détails ou bien c'était comment ça se passait en fait? Alors, déjà, il faut noter que Mhm. aujourd'hui, chaque professionnel, chaque directeur, chaque manager dans son secteur ou encore dans son domaine, dans son champ d'action, n'a généralement pas la maîtrise de ce que l'autre fait de son côté. Et donc, déjà que la gestion de ressources humaines aujourd'hui est, on va dire, au centre de l'entreprise, parce que celui qui fournit, celui qui fait vivre l'entreprise, c'est l'humain. Et donc, il était toujours nécessaire de pouvoir conseiller les managers dans la gestion des hommes, dans la manière de déléguer, dans la manière d'évaluer, dans la manière de fixer les objectifs, parce que il faut reconnaître que le top management aujourd'hui peut donner un objectif simple en disant, je veux que le chiffre d'affaires monte de 20%, mais il ne vous donne pas la conduite à tenir. Et donc, D'accord. chacun des managers doit comprendre comment prendre ce chiffre qui a été précisé d'augmentation de 20% à pouvoir le traduire en objectifs qu'un employé doit prendre, mais qui doit être des objectifs SMART. Et donc, il fallait prendre le temps de toujours faire des refresh auprès des managers sur comment avoir cela. Il y a aussi le volet conflit. Aujourd'hui, au sein d'un groupe, les conflits ne peuvent pas manquer. Ça peut être un conflit entre manager et puis son subordonné. Ça peut aussi être un conflit entre managers. D'accord. Donc, ces types de conflits, il faut toujours être là à conseiller les managers sur la meilleure manière de pouvoir régler des conflits parce que plus il y a des tensions au sein de l'entreprise, moins il y a de l'activité et moins chacun donne la performance. Parce que lorsque vous vous sentez mal dans un milieu, vous évitez de donner de la performance. Et le rêve pour chaque salarié qui se sent mal en entreprise, c'est de trouver mieux.
Ouais. Or, le but pour nous, les RH, n'est pas de favoriser un turnover, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties en même temps, mais de pouvoir fidéliser les employés, à pouvoir regarder, se mirer avec l'entreprise et puis que cela génère une carrière aujourd'hui enrichissante. D'accord. Et donc, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que depuis 2020, vous étiez consultant RH à Exactement. Orient Advisor. Oui. C'est votre entreprise que vous avez créée? Oui, D'accord. je dirais que c'est une entreprise que je suis en train de développer parce Ah, que ce que je fournis actuellement n'est que 5% de la vision globale. Et d'accord. donc, c'est pour l'instant déjà, c'est une entreprise aujourd'hui qui travaille dans le conseil RH et dans le management organisationnel. On accompagne aussi des boîtes qui viennent pour s'installer au Congo. Pour l'instant, nous sommes avec des petites PME qui sont en train de s'installer au Congo. On leur oriente sur les meilleures manières de faire, comment pouvoir débuter les recrutements, quels sont les postes clés à déjà avoir pour un début pour pouvoir favoriser que l'activité aille de l'avant. D'accord. Et là, dans votre entreprise, c'est du conseil RH uniquement pour les hydrocarbures ou c'est plus général, c'est plus... Alors, dans le volet du conseil, nous prenons le tout parce il faut comprendre qu'il y a beaucoup de généralités dans les RH. Et si vous remarquez que sur mon profil, il y a une précision spécifique dans les matières du oil and gas, il Mhm. faut savoir que déjà que c'est parce que le secteur oil and gas me passionne. Et vous allez remarquer que de mes différentes expériences, j'ai beaucoup frotté ce secteur-là. Et Ouais, ouais. donc, pour moi, c'est une manière de me vendre au niveau des entreprises qui sont dans ce domaine-là. Mais nous conseillons pour ma petite agence, nous conseillons des entreprises de tous les domaines qui existent au Congo. D'accord. Et entre-temps, de 2021 à 2025, vous avez suivi pas mal de formations, management des RH et juridique à Peak Advisor. Vous avez eu des diplômes en management des RH de France Université Numérique. Vous avez des diplômes de Allison. Vous conseillez à ceux qui veulent exceller de se tourner vers les certifications en ligne. Et je voulais aussi savoir quelle stratégie d'organisation ça a nécessité, parce que vous aviez aussi un emploi et par rapport à ces formations-là aussi. Oui, justement. Déjà, je ne peux me prononcer en disant que je conseille les gens pour des certifications en ligne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même discipline. Pour moi, ma discipline, lorsque je m'engage sur une chose, il faut que je la termine pour me sentir mieux. Il y a de ceux qui aujourd'hui peuvent dire, OK, je vais prioriser de me former en ligne, mais qui ne sont pas assez disciplinés pour pouvoir gérer leur temps. Donc, je dirais à chacun de pouvoir faire selon sa discipline, mais aussi de voir quelle est la meilleure manière pour lui d'apprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés à apprendre en faisant des cours en ligne. Il y a de ceux, pour mieux comprendre, ils ont besoin des images. Il y a de ceux qui, pour mieux comprendre, il faut être en présentiel. Parce qu'il y a de ceux aujourd'hui qui peuvent se mettre à suivre un module de cours. Lorsqu'il reçoit un message, ben, il arrête et il rentre dans voir son message pour pouvoir faire autre chose. Ah Donc ouais, moi, je ne conseillerais pas une personne tout de suite d'accord. de pouvoir s'orienter vers les certifications en ligne, mais plutôt de s'évaluer, de s'auto-évaluer, de voir quels sont les différents volets de sa discipline. S'il pense qu'il est capable de pouvoir prendre des certifications en ligne, ben, tant mieux. S'il pense le faire en présentiel, j'encourage aussi. D'accord. Et donc, actuellement, vous êtes HR Business Partner chez Petrolan SA de Exact. Orion Group. Euh, en fait, c'est quoi le concept de business partner RH? Est-ce Alors, que en fait vous êtes entrepreneur et vous proposez
des services à des entreprises ou comment ça se passe? Alors, déjà, ce contrat avec Petrolan, c'est un contrat assez particulier. C'est Ah, un contrat assez particulier. Pourquoi je dis assez particulier? C'est une boîte qui m'a proposé de pouvoir collaborer avec eux. d'accord, Et c'était à temps plein pour un début, mais après, plus tard, lorsque j'ai évalué le volume du travail, je me suis dit, bah, je vais négocier de travailler à temps partiel. Et d'accord, donc, c'est parti sur une base de consultance et ça m'a permis de mettre en valeur ma propre agence que je développe. Et donc, le concept de HR VP, déjà, c'est un professionnel des HR qui aujourd'hui est orienté vers les solutions pour l'entreprise. d'accord, Généralement, il traduit les objectifs du business en objectifs ressources humaines. d'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est en train de naître, ou encore qui vient s'installer, ou encore qui existe déjà, qui aujourd'hui a des objectifs fixés, mais se demande comment pouvoir traduire ces objectifs-là en matière RH, notamment pour le recrutement, notamment tout en respectant la gestion de carrière, notamment en voyant comment vendre la marque de l'entreprise, donc la marque employeur. Et Mhm. aujourd'hui, en contact généralement, il y a plusieurs volets, j'ai cité à peine quelques. On fait appel à un HR BP pour pouvoir permettre de gérer ce projet D'accord, et de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise dans ce sens-là. d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision à long terme? Comment vous voyez les choses pour plus tard? Alors, ce que je sais déjà, c'est que dans les prochaines années, même si je reste focalisé sur le volet entrepreneurial, D'accord, je sais que je serai toujours sollicité par des entreprises. Donc, ma vision à long terme, c'est de pouvoir travailler dans des entreprises de renom, mais aussi de développer mes activités en annexe. Et d'accord, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant lorsque je travaille avec les entreprises. Je vais vous donner un petit tuyau sur moi. d'accord, Actuellement, je suis en train de gérer tout ce qui est opération on va dire, du prestigieux, on va dire, cabinet ou entreprise Human Resources Solutions, qui est HSD. C'est une entreprise qui est en France, en Chypre et dans pas mal de pays au Congo. Et actuellement, ils sont en train de s'installer au Congo. Donc, je suis en train de piloter les opérations de cette entreprise-là. Donc, c'est déjà pour vous montrer que je suis sollicité pour des projets de grande envergure. Et donc, mon projet à long terme, c'est de chapeauter, on va dire, une direction des ressources humaines tout en ayant à côté mes activités propres. mhm, Ça peut être dans le cadre des ressources humaines ou bien d'autres cadres. Mais après, plus tard, je me vois prendre une retraite anticipée. d'accord. Je ne vais pas arriver jusqu'à l'âge de la retraite parce que j'arrive déjà à comprendre l'environnement qu'on a, j'arrive à comprendre quels sont les besoins des humains et donc je ne pense pas à long terme rester salarié, quoi. D'accord. Bon, je pense qu'on a pratiquement tout passé en revue, mais j'aimerais que vous donniez, pour terminer, trois conseils aux personnes qui veulent devenir des cadres RH et, si possible, aussi trois conseils pour des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Alors, déjà, pour ceux qui veulent devenir des professionnels RH, le premier conseil que je donnerais, c'est un conseil que j'ai tiré d'un grand monsieur que j'apprécie beaucoup et dont vous-même j'ai remarqué que vous l'appréciez un peu, qui est monsieur Stan Zézé. Ah, OK. Le conseil est de déjà maîtriser on va dire son environnement. Mhm. C'est la première des choses parce que le monde professionnel, c'est un monde qui pour certains est un monde sans pitié, qui pour d'autres, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui subissent et d'autres qui profitent.
Donc, la meilleure chose, c'est déjà de s'adapter avec son environnement, de s'adapter avec le monde. Donc, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence vis-à-vis de l'environnement pour pouvoir concilier ses objectifs à ce qu'il y a autour de nous. Parce que généralement, on veut évoluer, mais il faut trouver les meilleures issues pour pouvoir évoluer. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais, c'est de se former. Se former et toujours se former parce que le métier des ressources humaines est un métier changeant. Il y a des textes à tout moment, il y a des changements à tout moment. Et pour nos confrères qui sont en Europe, ils sont plus, on va dire, ils sont un peu plus avancés que nous, mais il faut comprendre que de par eux, nous pourrons apprendre pour pouvoir modifier certains besoins au niveau des entreprises. Et pour clôturer sur ce point-là, je dirais, il faut avoir de la persévérance. Ouais, Parce que aujourd'hui, lorsqu'on s'insère dans un monde professionnel, on n'est pas accepté au premier jour. ouais. Généralement, il y a beaucoup de critiques qui tournent autour. Il y a des gens qui pensent que parce que vous avez moins d'expérience qu'eux, qui pensent qu'ils sont meilleurs. Généralement, pour moi, je pense que dans le monde professionnel, il n'y a pas de meilleur. Il y a celui qui sait qui peut transmettre. C'est la philosophie que moi j'ai développée. Je ne pense pas qu'il y a de meilleur. Parce que s'il y avait de meilleur, je pense que une seule personne pouvait occuper le poste de directeur dans plusieurs entreprises en même temps. Mais si chaque entreprise a son directeur, c'est que tout le monde est capable de devenir directeur. Ouais. Seulement, il faut avoir de la discipline et puis les compétences nécessaires. Donc, de développer ses compétences et de croire en soi. Ça va à l'endroit des cadres RH ou des futurs professionnels RH. Pour les entrepreneurs, je pense que je ne donnerai pas trois conseils parce que je suis un auto-entrepreneur. D'accord. Donc, ce que je dirais, c'est d'abord de croire en son projet, de croire à sa vision et puis de bosser dur pour atteindre ses objectifs. D'accord, ok, super. En tout cas, ça a été plein de pépites, de conseils de haute facture. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. Merci, Monsieur Jospin Bachi Mavungu, d'avoir accepté de participer à cet épisode de Africa Executive Podcast. Et Merci. donc, je vous dis à très bientôt et je vous dis ciao, ciao. Ciao.